Diable Jump. Attention, dans cette vidéo, je parlerai des chapitres récents de One Piece, à savoir de l'arc Wano Kuni, qui commence au chapitre 909. Si vous n'êtes pas à jour dans les scans et si vous ne souhaitez pas connaître la suite de l'histoire, soyez prudent aux informations que je risque de dévoiler. Je tâcherai de vous avertir avant chaque spoil majeur afin que vous puissiez les éviter et ainsi profiter malgré tout d'une grande partie de la vidéo. Grand Line se sépare en deux catégories. Paradise, soit la partie débutant à Rivers Mountain pour finir sur l'archipel Sabaody ou Marie-Joise, et le Nouveau Monde, la partie après Marie-Joise avec l'île des Hommes-Poissons, Dressrosa, Wano et surtout Raftel. Paradise est considéré comme un paradis justement en comparaison avec le Nouveau Monde qui lui est un véritable enfer. Sachant que Luffy a failli perdre ses Nakama, a perdu Ace, a failli mourir à plusieurs reprises et ça seulement sur Paradise, pensez-vous vraiment que le Nouveau Monde soit plus calme? Ce qu'on a vu sur Paradise, la première partie de Grand Line, c'est rien comparé à ce qui nous attend dans le Nouveau Monde. Des morts, il y en aura, des défaites aussi, et la cause de tout ça sera sans aucun doute un manque de puissance évident face aux grandes figures de cette mer, à savoir les empereurs. Donc yo les bros, c'est Goji. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts car aujourd'hui on va reparler d'un sujet que j'ai déjà mentionné une fois auparavant sur la chaîne, une deuxième ellipse dans One Piece. Cette fois-ci, ça sera un chouïa différent car on va surtout s'axer sur la partie power-up des Mugiwara, d'à quel point un entraînement peut leur être bénéfique et surtout nécessaire à la vue des événements actuels. Mais c'est pas tout, on va essayer de comprendre si une nouvelle ellipse, ou du moins une phase d'entraînement, est réellement possible dans l'histoire à l'heure actuelle. Pour rendre cette vidéo la plus compréhensible et complète possible, on va une nouvelle fois la diviser en plusieurs parties. La partie 1, situation actuelle, où en sont Luffy et les Mugiwara actuellement en termes de puissance et d'avancée dans leur périple. Partie 2, l'entraînement. Sera-t-il similaire à celui des 2 ans ou pas? Et qu'est-ce qu'il pourra apporter de plus dans l'histoire? Et la partie 3, le cas Coppergaban. Pourquoi est-il si présent dans les théories sur le futur des Mugiwara et quelle pourrait être sa place ainsi que son rôle durant un entraînement? Bon, eh bien, commençons. Donc, dans la première partie, je voudrais analyser un minimum la situation actuelle. C'est bien beau de vouloir une ellipse ou une phase d'entraînement, mais il faudrait qu'elle soit un minimum justifiée. Est-ce le cas aujourd'hui? Attention, le sujet du haki sera beaucoup traité, et vous comprendrez pourquoi au fil de la vidéo. Le premier véritable combat de Luffy dans le Nouveau Monde fut Doflamingo. C'était le dernier grand corsaire à battre si on met de côté Mihawk et Weeble qui est arrivé entre temps. C'est aussi là qu'on a pu ressentir le résultat des 2 ans qu'il a passé à s'entraîner. Il a poussé l'utilisation de son fruit et de son haki au maximum, notamment avec son Gear Force. Oui, d'après moi, Luffy était à son maximum durant son combat contre Doflamingo. On y a découvert sa maladroite utilisation du haki, son nouveau gear et surtout ses limites. Ben ouais, le seul vrai power-up que Luffy nous montre avec cette transformation est instantanément décrédibilisé par son épuisement intense dû à la quantité phénoménale de haki qu'il utilise. D'ailleurs, Doflamingo lui a bien fait remarquer que sa gestion de l'énergie était catastrophique. C'est un peu la tuile de recevoir ce genre de reproche venant d'un mec de 40 piges qui se bat en mocassin. Bref. Pour moi, le Gear Force est un point très important à analyser car il représente la force de Luffy, les résultats de son entraînement, mais surtout aussi ses faiblesses. Faiblesses qu'il parvient malgré tout à combler par la suite. La deuxième grande pointure du Nouveau Monde est Crackers, l'un des Sweet Commanders de Big Mom qui fut d'ailleurs le plus décevant. Je vous rappelle que cette catégorie de personnages dans l'équipage de la Yonko équivaut quand même à ses meilleurs atouts, C'est-à-dire que Crackers est normalement connu dans le monde entier comme étant un combattant à la puissance hors norme. Finalement, Luffy parvient à le battre 10 fois plus facilement que Doflamingo alors qu'il présente pourtant exactement les mêmes lacunes que face à ce dernier, c'est-à-dire qu'il allait au bout de 30 secondes d'utilisation de Gear Force et que sans le sucre produit par les biscuits Crackers, Luffy serait déjà tombé dans les pommes. Ce sucre a été très important durant son combat car il lui a permis de garder l'énergie nécessaire pour continuer le combat pendant 11 longues heures, évitant de reproduire ces moments de vulnérabilité comme à Dressrosa. Tout comme le dit Katakuri, le sucre, c'est le pouvoir. Ce combat contre Crackers montre quand même un sacré problème de stratégie de Luffy. Il lui aura fallu asséner un seul coup à son adversaire pour le vaincre car celui-ci a une phobie de la douleur. Donc au lieu de foncer dans le tas, tête baissée en bouffant ses biscuits, il aurait simplement dû contourner sa défense avec son Snake Man. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à de nombreuses reprises à l'époque, Luffy aurait simplement dû utiliser sa technique Python pour trouver un angle mort et ainsi frapper Crackers. Mais non, il a préféré perdre 11 heures de sa putain de vie à bouffer les biscuits de son pote. Malgré tout, Luffy confirme une pensée collective très importante pour cette vidéo en débutant le combat contre Crackers, c'est-à-dire que chacun de ces combats se résulte à une utilisation de ses capacités frôlant ou même dépassant ses limites, expliquant pourquoi il s'améliore au fur et à mesure des combats. Et c'est là qu'on en vient à un combat primordial, son meilleur à ce jour. Autant je reste toujours subjugué par toutes les incohérences présentes, autant un duel si respectueux m'a fait réaliser à quel point ça manquait dans l'œuvre. Son combat contre Katakuri l'a poussé à bout, lui a fait frôler la mort plusieurs fois et lui a permis de commencer l'éveil de son haki, quasiment 300 chapitres après son entraînement de 2 ans. Et c'est là le point qui me fait tiquer. Luffy vient tout juste d'éveiller son haki l'observation alors que sa progression dans le Nouveau Monde est déjà bien entamée et qu'il a déjà commencé à échanger des coups avec ses ennemis principaux, c'est-à-dire les empereurs. Alors s'il n'avait pas cette notion d'éveil, de haki et donc de niveau de maîtrise encore supérieur, je me serais pas spécialement inquiété, mais que Luffy commence tout juste à éveiller son haki l'observation alors que les commandants de Yonko, eux, le maîtrisent parfaitement, c'est un peu le coup dur.
Encore plus quand on apprend que le haki de l'armement peut aussi avoir un éveil d'après Katakuri. Après, ça n'a pas empêché Luffy de se battre à armes égales avec Katakuri, mais on sent qu'il a quand même énormément de progrès à faire, et ses progrès sont comme d'habitude à effectuer sur sa gestion du fruit du démon et du haki. Pourtant, on sent quand même une amélioration entre le combat contre Doflamingo et celui contre Katakuri. Effectivement, Luffy commence de mieux en mieux à le gérer. Bien que ses guerres demandent beaucoup d'énergie, on peut remarquer qu'Oda sème des petits indices nous montrant qu'il a encore pris en expérience et que le haki de l'armement dont il se recouvre est utilisé à des fins plus stratégiques. Par exemple, le Snake Man. La première chose qui m'a choqué dans cette transformation, c'est la répartition du haki sur son corps. On voit qu'il a optimisé cette forme pour ne pas surconsommer son énergie et que par conséquent, il ne l'utilise qu'au bon endroit. Comparons le Bondman au Snake Man. Alors que la première forme utilise du haki jusqu'au niveau des pectoraux, la deuxième se limite au bras, s'arrêtant juste avant l'épaule. Les jambes, elles, sont recouvertes de haki dans les deux cas, sans doute pour une meilleure stabilité et mobilité. Ce n'est donc qu'un petit détail, mais un détail qui n'est pas là pour rien. Oda ne l'a sans doute pas dessiné au hasard et ça tient une certaine cohérence avec l'importance de la gestion du haki en combat. Dans tous les cas, le Gear Force est encore un trop mauvais compromis d'après moi, car l'énergie demandée et le contre-coup est trop important. Il ne pourra pas s'enfuir 10 minutes à chacun de ses combats, malgré le fait que, contrairement à son combat contre Doflamingo, il peut désormais marcher et se déplacer de lui-même. Pour le reste, Luffy a beaucoup progressé après son combat contre Katakuri. Il a développé une endurance extrême encore inégalée à ce jour, vu tous les coups qu'il a pris sans broncher, une grande maturité et surtout un haki de l'observation amélioré. Bon. Pour clore le sujet de Luffy dans cette partie, on va parler du scan 923. Je vous mets un timecode pour avancer et éviter le spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc dans ce chapitre 923, Luffy se mesure pour la toute première fois à Kaido. Après une défaite cuisante face à Big Mom une cinquantaine de chapitres plus tôt, n'ayant même pas réussi à la blesser avec son plus puissant King Kong Gun, le voilà qu'il se frotte au monstre, à la créature, à la chose. Bien entendu, le combat s'est terminé d'un one-shot de la part de Kaido, Luffy ne faisant définitivement pas le poids. Pourtant, une fois de plus, il y est allé à fond. Toute sa puissance brute a été utilisée pour tenter de mettre à mal l'empereur, en vain. C'était prévisible car il se frotte pour la première fois face à la vraie puissance, la force des plus puissants personnages de One Piece. La chose qui m'intéresse une fois de plus est la gestion de son haki. Oui, encore. Mais là, l'évolution de Luffy est encore une fois flagrante malgré sa défaite. Comme je n'arrête pas de vous le dire, sa gestion du haki est pour moi sa faiblesse principale. Pourtant, on y distingue une nette progression. En effet, il a concentré tout son haki de l'armement dans son buste et ses bras pour frapper Kaido en le supprimant de ses jambes. La répartition est donc parfaitement gérée, je te donne un 19 sur 20 Luffy. Très peu ont relevé ce détail, pourtant il n'est pas du tout négligeable encore une fois. Je chipote beaucoup sur le haki, mais c'est pour moi la représentation du niveau de puissance d'un personnage. Si on peut voir les progrès que Luffy doit faire, il faut se focaliser dessus. Bon, pour le reste, on est d'accord pour dire qu'il n'est absolument pas à la hauteur du Yonko pour le moment. Deuxième fois qu'il se frotte à un adversaire de ce calibre, deuxième fois qu'il n'a aucun effet sur eux. C'est très inquiétant. On va laisser Luffy tranquille 2 minutes et faire un point sur les autres Mugiwara pour finalement conclure la partie 1. Je ne vais pas analyser leur cas un par un, la vidéo durerait facilement 30 minutes dans ce cas-là, voire même plus. Ce n'est pas que je veux pas, mais c'est juste que c'est pas le but. Globalement, tout le monde a bien évolué avec l'ellipse et ils possèdent désormais chacun un rôle réellement intéressant sur le plan combatif. Franky a obtenu la puissance des lasers des pacifistas. Chopper a amélioré son utilisation des Rumble Balls ainsi que sa polyvalence, Robin peut voler assez longtemps, Nami a obtenu une puissance élémentaire dévastatrice et est celle qui parmi les faibles a le plus progressé. Brook frôle l'éveil de son fruit du démon comme on a pu le constater sur Whole Cake, tandis qu'Usopp, lui il a passé un bac pro botaniste, c'est déjà pas mal. On en vient donc aux deux derniers membres du Monster Trio, Zoro et Sanji. Les deux ont développé un panel intéressant de techniques et possèdent tous les deux formes de haki. Ils ont jusqu'à présent jamais réellement galéré car on les a jamais vus combattre quelqu'un à leur taille. Difficile donc de donner un avis sur leur puissance. La seule chose qu'on peut constater c'est leur haki. Oui, encore. Non mais il faut avouer que c'est un problème. Tout le monde l'utilise parmi leurs adversaires et dans les Mugiwara, seul Luffy, Zoro, Sanji et tout juste Usopp commencent à l'utiliser. Attendez, Usopp, tireur d'élite qui vient seulement d'apprendre le haki d'observation. Rien ne vous choque ? C'est une fois de plus incohérent et ça démontre un retard sur le reste de leurs futurs adversaires. Ils vont se fighter contre des équipages de Yonko désormais, fini les Odie Jones et j'en passe, c'est du sérieux, les antagonistes ont de l'expérience maintenant. Il faut voir l'état de leur prochain combat. Je me fais pas réellement de soucis pour Zoro, Brook et Sanji, mais pour les autres, s'ils ne combattent pas en groupe, ça risque d'être vraiment compliqué. Il faut qu'ils évoluent et pour ça il leur faut des défaites, pour se remettre en question, et c'est là qu'on en vient à la deuxième partie. Ici on va essayer de comprendre l'intérêt d'un deuxième entraînement et s'il a vraiment besoin de ressembler au tout premier. D'ailleurs, parlons-nous vraiment d'ellipses de plusieurs mois, années, ou simplement d'une longue session d'entraînement que nous pourrions suivre à base de petites scènes espacées sur le temps. Mais il est vrai que les Mugiwara sont plutôt jeunes et manquent un peu d'expérience, en particulier Luffy. Une ellipse de plusieurs années est, me semble-t-il, nécessaire à un moment de l'histoire, même si je doute qu'Oda veuille réellement faire vieillir Luffy au risque de perdre la génération se mettant à One Piece. Et pour être honnête, une ellipse dans les arcs à venir me paraît totalement hypothétique. En termes de cohérence de scénario, ça me paraît absolument nécessaire pour justifier un véritable power-up des Mugiwara afin qu'ils puissent prétendre être l'équipage le plus fort au monde. Pourtant, je suis intimement convaincu que l'histoire ne se finira pas avant d'avoir vu tous les Mugi prendre quelques rides.
Pour aller plus loin dans ma théorie, je pense que Luffy mourra, parce que oui, d'après moi, une fois de plus, il mourra, à l'âge précis de 33 ans, soit le même âge que le Christ, le Messie, Luffy représentant le Messie de chaque peuple, le sauveur et le libérateur. Ça lui laissera le temps d'obtenir une certaine expérience et une certaine prestance, car un roi des pirates, un roi se hissant au sommet de tous les autres à l'âge de 19 ans, désolé mais c'est un petit peu claqué en termes de crédibilité. Ça n'est pas moins badass, mais c'est un petit peu claqué. Donc d'après moi, un entraînement aura lieu pour augmenter la puissance des Mugiwara, qui s'étalera d'1 an, voire 4 ans, ainsi qu'une ellipse bien plus tard qui, elle, s'étendra d'une dizaine d'années. Je vais vous citer les points qui me semblent constituer la meilleure base d'une théorie sur une future ellipse. On verra pour l'entraînement un petit peu plus loin. Pour moi, le premier point positif à ce qu'il y ait une ou plusieurs ellipses à l'avenir, c'est certainement pour le gain de maturité et d'expérience de l'équipage. Oui, Robin, Franky et Brook n'ont pas à gagner en maturité, mais j'entends par là que l'équipage entier va tenir un rôle particulièrement important par la suite. En découvrant les secrets du monde et en œuvrant pour perpétuer une certaine volonté, ils vont avoir un lourd fardeau à porter sur leurs épaules, bien plus qu'avoir le gouvernement sur le dos après avoir brûlé leur drapeau sur Enies Lobby. Là, ils vont devoir sauver tous les peuples et se dresser devant l'intégralité de l'ordre mondial. Ils ont besoin de plus d'expérience sur les mers, plus de puissance et plus de connaissances pour tenir ce rôle. Ensuite, en deuxième point, je pense qu'il est encore trop tôt. Oui, Goldie Roger n'a pas pu continuer ce qu'il a entrepris avec son voyage jusqu'à Raftel. On ne sait pas vraiment ce qu'il a découvert, mais il est clair que c'est à l'origine de la vague de piraterie qu'il a lancée le jour de sa mort. Et si vous pensez qu'il s'est adressé au monde entier avec ces mots, en incitant les gens à chercher son trésor, je pense que vous vous trompez. En effet, pour moi, Roger s'adressait directement à celui qui aurait la grandeur d'âme pour mener à bien ce projet, pour lire entre les lignes. Cette personne est Luffy, il a hérité de cette volonté et est le seul qui peut véritablement terminer ce que Roger a commencé. Les armes antiques ont sans doute besoin d'être toutes actives pour ça, chose qui n'était pas le cas à l'époque de Roger, notamment à cause de Poséidon qui s'est éveillé que 8 ans après la mort de ce dernier. Je pense donc, de manière totalement personnelle, je le rappelle, qu'une arme antique a encore besoin de s'éveiller et qu'elle le fera durant l'aventure de Luffy dans les années à venir. Une ellipse pourrait compenser ce temps avant la véritable fin de l'aventure de Luffy, on le verra à une trentaine d'années, au summum de sa puissance, les armes antiques éveillées et prêts à réunir tous les peuples, exploser Rivers Mountain en ayant au préalable découvert les secrets du siècle oublié. Justement, parlons de Roger en troisième point. Ce dernier a pris la mer très jeune, sans doute entre 17 et 20 ans comme Luffy lorsqu'on l'a vu recruter Riley dans son équipage. Si on prend cette âge théorique et qu'on prend celle de sa mort qui est de 53 ans il me semble, ça fait pour lui plus de 30 ans à voguer sur les mers, 30 ans pour être considéré comme le roi des pirates, 30 ans à forger sa réputation de démon. Durant ces 30 années, il a pu réunir un équipage et sûrement même une flotte entière. Il aurait exploré Grand Line plusieurs fois avant d'atteindre sa destination finale qui est Raftel. Durant ces 30 années, Roger a découvert la vérité sur le monde auquel il appartenait. En sachant que l'aventure de Luffy semble beaucoup se calquer sur la sienne, vous pourrez jamais me convaincre que ce dernier pourra accomplir en 2 petites années ce qu'a mis plus de 30 ans un homme tel que Roger à mettre en place. Et bien sûr, un quatrième et ultime point, le manque de puissance. La force est nécessaire pour vaincre les ennemis qui barrent le passage de Luffy dans sa quête du One Piece. Et quand on voit qu'il ne parvient même pas à infliger ne serait-ce qu'une égratignure à un Yonko en utilisant tout l'étendue de sa force actuelle, eh ben ça fait très peur. Luffy va sans doute trouver une solution pour les vaincre, mais en termes de force brute, il est encore en retard. Et ça vaut pour le reste de son équipage. S'il peine déjà à vaincre un commandant de Yonko, imaginez bien que sa place de roi des pirates est compromise pour l'année de ses 19 ans. Il faudra forcément attendre encore un tout petit peu. Parlons-en. Quelle serait la répartition des années d'ellipse et d'entraînement pour arriver jusqu'à l'âge fatidique de 33 ans pour Luffy? En sachant qu'il a actuellement 19 ans, je vois bien s'écouler entre 4 ans d'aventure et d'entraînement pour ainsi acquérir la puissance nécessaire afin de vaincre les Yonko. Perfection dans l'utilisation des fruits du démon et du haki, c'est le temps qu'il manque aux Mugiwara pour avoir un niveau digne de l'équipage des plus grandes figures du monde. Quand on voit leur progrès en 2 ans, on se doute bien qu'avec le double de temps, ils pourraient atteindre des niveaux de puissance relativement hauts. Arrivé à 23 ans, Luffy aurait donc atteint et accompli une partie de son rêve, je vous passe les détails qui ne sont pas destinés à être abordés dans cette vidéo. D'une façon ou d'une autre, une ellipse de 10 ans devrait hypothétiquement avoir lieu en suivant mon raisonnement. Une ellipse permettant l'attente de l'éveil de la dernière arme antique par exemple. Luffy aurait donc 33 ans à cette époque, l'âge parfait pour mener son dernier raid contre le gouvernement, exploser Rivers Mountain, réunir les mers pour former All Blue, etc. etc. Les fameux indices et ingrédients de la One Piece théorie. Bon, les sujets de la partie 1 et 2 me semblent assez complets. Certes, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais le but n'est pas que la vidéo dure 30 minutes comme je vous l'ai dit. J'ai exposé toutes les idées que je pouvais avoir et je pense avoir fait le tour en parlant de beaucoup de choses différentes. Passons désormais à la troisième et dernière partie, la plus courte, le cas de Skopper-Gaban et son rôle dans les futures ellipses et entraînements. Ce personnage est celui qui n'a jamais été réellement vu à part dans 1 ou 2 flashbacks sur l'équipage de Roger. Pourtant, absolument tout le monde parle de lui, surtout dans le cas d'une nouvelle ellipse. Il est celui qui, tout comme Riley, devrait aider les Mugiwara à progresser, mais cette fois tous ensemble. Avec un entraînement commun, il apprendrait les bases de l'éveil des fruits du démon, ainsi que l'utilisation avancée et le perfectionnement
du haki. En gros, il est celui qui doit combler les faiblesses de chacun. Ceux qui n'utilisent pas le haki commenceraient à le développer à ce moment-là, tandis que ceux qui n'ont pas encore éveillé leurs fruits apprendraient à le faire grâce à lui. Alors d'accord, mais comment se fait-il que ce personnage en particulier soit autant au centre de l'attention quand on parle d'entraînement ou d'ellipse? Eh bien à cause de plusieurs choses. Déjà, son ancienne place de deuxième capitaine de Roger justifierait amplement sa puissance et surtout son désir d'aider Luffy. Tout comme Riley, il verrait en lui le porteur de la volonté de son capitaine et en serait touché. Il voudrait lui porter secours dans sa quête du One Piece en l'entraînant à un moment crucial. Ensuite, il ferait effectivement un bon parallèle avec Riley aussi. On estime son apparition au chapitre 1000, précisément 500 chapitres après la première introduction de Riley dans l'histoire. Oda adorant plus que tout jouer avec les chiffres, il serait étonnant qu'il n'introduise pas un nouveau membre d'équipage de Roger 500 chapitres plus tard, alors que c'est ce qu'il fait depuis le début avec Shanks au chapitre 1 et Riley au chapitre 500, ou même carrément à des endroits clés, comme Crocus à l'entrée de Grand Line. Et pour finir, on est aussi beaucoup à penser qu'il apparaîtrait durant l'arc de Wano, déjà car dans l'estimation des chapitres, c'est parfait, ça colle, mais surtout car ce personnage visible sur une page de couverture de chapitre semble particulièrement bien connaître Crocus justement. Il n'en fallait pas plus pour nourrir l'imaginaire des lecteurs et nous faire penser qu'il s'agissait de Gaban, notamment dû à sa morphologie et ses cheveux. Cependant, une chose primordiale est à noter, c'est que ce personnage porte tous les signes distinctifs d'habitants de Wano Kuni, notamment le kasa et la cape sur son dos au motif nippon. Et là, c'est totalement théorique, mais Nina et moi-même avons réussi à parfaitement lier Scopper Gaban à Wano pour les besoins de notre prochaine collab. Je vous laisse donc patienter un tout petit peu que cette théorie sorte pour comprendre pourquoi tout nous fait penser que le deuxième de Roger sera présent durant cet arc. On peut aussi noter une information du databook Green de One Piece qui disait qu'apparemment, un personnage en rapport avec le bronze aurait un rôle important dans le futur de Luffy. J'ai fait mes recherches dans mon propre livre et la seule traduction que j'ai eue était celle-ci. Il était logique que Roger, le capitaine, s'appelle Gold et son premier lieutenant hérite du nom Silver. Doit-on pour autant conclure que le prochain s'appellera Bronze? Rien n'a encore été décidé, mais il y a fort à parier qu'un éventuel deuxième lieutenant porte ce nom-là. On est loin des déclarations du style « il aura un rôle important ». Cependant, il faut quand même faire attention car les traductions des livres peuvent donc varier suivant leur langue. Peut-être qu'en anglais, il est bien et bien question que Scopper Gaban ait un rôle important dans le futur, mais la traduction en français ne laisse pas pour autant interpréter ça. Peut-être qu'ils ont changé les choses durant justement leur traduction. Malgré tout, il apparaîtra, c'est sûr et certain. Il y a de grandes chances qu'il prête main forte aux Mugiwara pour les aider dans leur périple de l'accomplissement de la volonté de Roger. Son rôle, comme vous l'aurez compris, sera d'entraîner tous les Mugiwara ensemble pendant un certain temps et ainsi développer leur pouvoir pour qu'ils se frottent face aux empereurs. Malgré le caractère totalement hypothétique de cette idée, il est celui qui est le mieux placé pour ça et se cale parfaitement dans le cadre d'une éventuelle future phase d'entraînement. Donc voilà les bros, c'est la fin de cette vidéo. C'était pas facile de condenser toutes les infos que j'avais en tête pour cette théorie. Comme vous l'aurez vu, je me focalise beaucoup sur le haki car d'après moi, l'utilisation de celui-ci sera primordiale pour la suite, bien plus que maintenant. Pour le reste, j'ai essayé de justifier mes idées au maximum pour garder une certaine cohérence et j'espère que ça vous aura plu. Je vous le demande pas souvent, mais du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en y laissant un petit commentaire ou simplement un petit pouce bleu. Ça serait très sympa de votre part et je vous remercie d'avance. Pour ceux qui désirent me soutenir et se faire plaisir, vous pouvez également utiliser mon code promo GOJIRDP sur Pampling lors d'un achat de t-shirt afin de gagner 15% de réduction sur votre commande. Je vous suggère de faire attention car lundi, il y a du très lourd qui arrive à propos de Pampling. Je vous tiendrai au jus sur les réseaux. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end à vous et je vous dis à très bientôt les bros. Peace.